Les guerres non déclarées sont devenues monnaie courante. C'est tragique, mais notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit, des guerres d'agression, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Malheureusement, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour construire une société vraiment libre, il faut comprendre et rejeter le principe même de l'initiation de la force. Et si, parfois, aimer son pays voulait dire qu'il fallait changer, ou même abolir, le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement, c'était celui qui gouverne le moins? Et si c'était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux mourir en se battant pour la liberté que vivre en esclave? Et si le moment le plus critique pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 juin 2026. Max Blumenthal est avec nous. Max, merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'Israël est en panique à cause du mémorandum d'accord signé entre les États-Unis et l'Iran? Israël est en panique à cause du protocole d'accord. Israël est en panique à cause des primaires démocrates au Congrès. Israël est en panique à cause d'un nouveau sondage Quinnipiac qui montre que 48% des Américains pensent que les États-Unis soutiennent trop Israël, contre environ 34% qui estiment que ce soutien est à peu près juste. Israël est en panique parce que ce même sondage indique que 66% des démocrates pensent que les États-Unis soutiennent trop Israël et que seulement 18% jugent le niveau de soutien approprié. Israël est en panique à cause des pertes qu'il continue de subir chaque fois qu'il tente d'avancer dans le sud du Liban et à cause des restrictions qu'il doit maintenant respecter dans le cadre du protocole d'accord. Et cette panique se manifeste par une sorte d'effondrement général sur les réseaux sociaux et dans les médias, à travers les différents relais et intermédiaires d'Israël. Ça peut sembler absurde pour le reste d'entre nous, mais cela montre qu'Israël adopte une posture de plus en plus dangereuse, alors qu'il se retrouve acculé après l'échec de la guerre qu'il a déclenchée contre l'Iran. Comment Netanyahou est-il perçu en ce moment? Et comment gère-t-il la panique? Il va être terriblement, mais vraiment terriblement paniqué à cause des conséquences que cela aura pour lui quand son gouvernement s'effondrera. Eh bien, si vous voulez savoir comment il est perçu aux États-Unis, son taux d'approbation est d'environ 20%, d'après le nouveau sondage Quinnipiac. Son taux de désapprobation, lui, est de 48%. Et le reste des Américains interrogés dans ce sondage n'avaient tout simplement jamais entendu parler de lui. Je veux dire, on parle d'un dirigeant étranger, d'un tout petit État. C'est probablement l'un des dirigeants étrangers les plus connus dans un pays où beaucoup d'Américains ne peuvent même pas citer beaucoup de pays étrangers. Donc c'est assez significatif que son taux de désapprobation soit aussi élevé. En Israël, son taux de désapprobation est extrêmement élevé. C'est peut-être même encore plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément en danger immédiat, parce qu'il n'y a pas d'autre successeur évident. Mais il est à son point le plus faible en Israël. Et sans guerre, il est vraiment en danger. La coalition de Netanyahou allait tomber avant le 7 octobre. Et maintenant, je pense qu'il est revenu à la situation d'avant le 7 octobre, avec le protocole d'accord, alors qu'Israël continue de subir des pertes dans le sud du Liban. Mais il ne peut pas quitter le sud du Liban, ni faire partir l'armée, parce que c'est désormais le principal levier pour bloquer le protocole d'accord et le faire échouer.
Donc, même s'il quittait ses fonctions, volontairement ou non, il serait remplacé par quelqu'un d'autre, peut-être avec une personnalité plus agréable, un tempérament plus aimable, mais les politiques resteraient pratiquement les mêmes, n'est-ce pas? Eh bien, je dis depuis un moment que même si Netanyahou est tenu pour responsable de la situation dans laquelle se trouve Israël, il a en réalité réussi à lui faire gagner beaucoup de temps. Il a fait vaciller l'administration Biden, il a en gros contribué à détruire Kamala Harris et il est en train de détruire Donald Trump. Il pourrait même déstabiliser n'importe quelle future administration, parce qu'il a su tisser des liens très profonds avec le lobby pro-israélien et avec les relais d'Israël aux États-Unis, qu'il a lui-même contribué à mettre en place dès les années 80 et 90, quand il était le principal asbariste ou propagandiste d'Israël. Il a réussi à forger une relation sans précédent entre l'État d'Israël, dominé par le Likoud, et le Parti républicain. Et je ne pense pas que remplacer Netanyahou apportera à Israël une réponse claire. La crise à laquelle Israël fait face, ce n'est pas Netanyahou. La vraie crise, c'est la structure coloniale, anachronique du sionisme. Netanyahou a réussi jusqu'ici à masquer ses contradictions. Mais s'il est remplacé, ce pourrait être par quelqu'un qui, sur bien des points, se situe encore plus à droite que lui. Par exemple, Naftali Bennett, issu du Likoud, l'un des rares responsables politiques à parler couramment anglais. Il brigue le poste de Premier ministre, il a grandi en Californie, il est très proche du secteur technologique israélien, mais il est aussi très lié au mouvement des colonies. Et récemment, il a attaqué Netanyahou en l'accusant de ne pas faire assez pour déstabiliser l'Iran de l'intérieur, en affirmant qu'il serait, lui, plus efficace pour provoquer un changement de régime en Iran. Et puis, à la gauche de Netanyahou, il y a quelqu'un comme Gabi Ashkenazi, l'auteur intellectuel de ce qu'on appelle la doctrine de Dahiya, celle de la force disproportionnée et des attaques contre les civils. C'est lui qui a dirigé l'assaut israélien de 2006, qui a détruit le sud de Beyrouth, le quartier connu sous le nom de Dahiya. Gabi Ashkenazi est aussi l'auteur de l'offensive de 2008-2009 sur la bande de Gaza, l'opération Plomb durci. Donc lui, c'est le centre-gauche. Et puis il y a d'autres figures comme Benny Gantz, peut-être moins populaire, mais qui est l'auteur de l'assaut de 2014 sur Gaza. Il avait même fait campagne à l'époque, en se vantant du nombre de soi-disant terroristes qu'il avait tués à Gaza. Alors oui, il n'y aura pas de véritable alternative pour Israël après Netanyahou. Au mieux, ce sera une figure moins connue, avec moins de liens avec le Parti républicain ou le Parti démocrate, mais qui sera au moins aussi fasciste que Netanyahou l'a été. Le rêve colonial et d'apartheid d'un grand Israël s'est-il effondré? Oui, enfin, le rêve colonial d'apartheid a été formulé et résumé de manière très claire par Ehud Barak, qui était en quelque sorte le pilier du Parti travailliste. Il avait succédé à Yitzhak Rabin avant de devenir l'un des proches associés d'Epstein. Il a été ministre de la Défense, le militaire israélien le plus décoré de l'histoire, puis un premier ministre de longue date. Donc quand il dit ça, il parle avec beaucoup d'autorité. Il dit qu'Israël doit être une villa dans la jungle. Et cette idée s'appuie sur la définition du sionisme donnée par Theodor Herzl. Nous serons un rempart de la civilisation contre la barbarie. L'idée, c'est qu'Israël offrirait à une catégorie de Juifs installés dans des frontières militarisées et mal définies un niveau de vie de type occidental où ils jouiraient d'une sécurité totale. Et toute remise en cause de cet ordre doit être traitée avec une force impitoyable. Comme l'a dit Moshe Dayan, l'ancien chef d'état-major israélien, je crois que c'était au début des années 50. Nous ne pouvons ni labourer un champ, ni construire une maison sans le canon et le casque d'acier.
C'est donc une logique entièrement coloniale, où toute contestation de cette sécurité totale à l'européenne doit être traitée en pratique par une violence quasi génocidaire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait après le 7 octobre. Ils ont mobilisé toute leur société, les réservistes, tout le monde, pour mener à bien ce génocide. Et pourtant, ils restent dans une situation de vulnérabilité où à tout moment, l'Iran pourrait faire pleuvoir des missiles balistiques. Le dôme de fer, soi-disant impénétrable, le système Arrow, et même tous les missiles THAAD que les États-Unis ont déployés, déplacés depuis l'Asie et l'Ukraine, n'ont pas réussi à les arrêter. Alors, il y a en Israël ce sentiment permanent d'insécurité qui mine profondément le but même du sionisme. Pendant ce temps, si vous regardez bien, moi, en tant que juif, je vois qu'ici, aux États-Unis, nous vivons une véritable période d'or. Donc le sionisme a échoué. Dans quel état se trouve le Hezbollah aujourd'hui? Le Hezbollah a montré une résilience incroyable et il a complètement renversé la situation face à Israël avec ses drones FPV, qu'il présente comme une vengeance pour les attaques du Pajer. Ces attaques du Pajer ont été sur le plan psychologique l'un des plus grands chocs que le Hezbollah ait jamais subi. Et maintenant, ils ont pris cette technologie bon marché pour frapper les positions israéliennes dans tout le sud du Liban, sans qu'Israël ne trouve de réponse à cela. Israël pensait aussi qu'après l'assassinat de Hassan Nasrallah, qui était vraiment le guide spirituel du Hezbollah, son secrétaire général et son principal stratège, quelqu'un qui conseillait aussi et avait beaucoup d'influence en Iran, le mouvement se retrouverait sans direction. Mais le nouveau secrétaire général, Naïm Qassem, s'est imposé comme une véritable force et je pense qu'il a été sous-estimé, tout comme l'arsenal du Hezbollah. Israël n'a pas réussi à prendre l'une de ses cibles principales, la colline Ali al-Tahrir, qui est fortifiée. En fait, c'est une fortification qu'Israël avait construite pendant son occupation du sud du Liban dans les années 90, juste au sud de Nabatie. Et ils n'ont toujours pas réussi à reprendre cette colline. Ils ont perdu beaucoup de blindés en essayant de la prendre. Leurs avancées ont aussi été stoppées à cause de la demande de l'Iran d'inclure le Liban dans le protocole d'accord avec les États-Unis. Donc ils sont frustrés, mais ils ne peuvent pas se retirer. Et nous avons publié un nouveau sujet sur The Grey Zone, un reportage vidéo de notre correspondant Wyatt Reed, qui montre qu'il s'est approché très près de la ligne de front, de la ligne jaune, qui est la zone de tir israélienne. Si quelqu'un franchit la ligne jaune, il est abattu. Il a montré qu'Israël essayait de faire entrer des bulldozers D9 dans des zones civiles. Il a même trouvé un câble à fibre optique relié à un drone FPV du Hezbollah. Et il était avec de nombreux civils qui cherchent à rentrer chez eux. Israël fait tout ce qu'il peut pour empêcher ces civils de revenir, parce qu'une fois qu'ils rentrent, qu'ils acceptent de revenir parmi les décombres et de reconstruire, ils n'ont plus peur. Ce sont des gens très courageux, avec un vrai esprit de résilience et de résistance. Et quand ils reviennent, Israël échoue, parce que son objectif, c'est de créer une zone tampon en rendant la communauté chiite du sud du Liban sans abri. Et oui, il semble bien que leurs objectifs ne seront pas atteints dans ces conditions. Comment tu interprètes, je change un peu de sujet, Max, les récentes primaires à New York, où des progressistes vraiment engagés ont battu des démocrates libéraux plus traditionnels, y compris la défaite d'un député sortant, Dan Goldman, qui est juif, face à un candidat progressiste, lui aussi juif.
Eh bien, ça nous ramène au début de cette conversation à propos de l'impopularité d'Israël aux États-Unis et du fait que c'est devenu un vrai sujet dans les grandes élections. C'est aussi un sujet dans certains quartiers de New York. À Brooklyn et dans le Queens, par exemple, il y a maintenant des zones remplies de jeunes très diplômés, en grande partie blancs, alors que ces quartiers étaient historiquement noirs et latinos. Et ça change complètement la dynamique politique là-bas. Ça a permis aux socialistes démocrates d'Amérique de s'y implanter. Vous savez, j'ai vécu à New York pendant 10 ans et j'y ai passé beaucoup de temps tout au long de ma vie. À chaque fois que j'y retourne, on me reconnaît dans la rue. Les gens regardent The Grey Zone un peu partout dans la ville, mais surtout dans ces quartiers-là. C'est un peu comme chaque fois qu'on organise un événement dans la région de New York, ça se remplit tout de suite. Là-bas, il y a vraiment un haut niveau de conscience politique et un rejet clair de l'establishment politique. Mais il faut aussi mentionner une candidate comme, comment elle s'appelle déjà? Daria Elizabeth Chevalier. On la présentait un peu comme une débutante, une doctorante à Columbia, quelqu'un qui ne rentrait pas vraiment dans le moule, et qui s'est présentée contre le président du caucus hispanique, un vétéran, un peu le politicien de carrière typique, soutenu par l'AIPAC. Ses adversaires disaient « Oh, elle va juste séduire les gentrifieurs blancs ». Mais en réalité, elle a failli obtenir la majorité des voix latinos dans ce secteur, dans le Bronx, et aussi la majorité des voix afro-américaines. Ces candidats ont aussi gagné du terrain dans les communautés noires et latinos, ce qui effraie le lobby pro-israélien. La défaite de Dan Goldman a été écrasante. C'est un type qui est héritier de la fortune Levi-Strauss et qui se présentait comme le plus grand des progressistes. Il était très engagé sur les questions LGBTQ, sur l'avortement, sur tout ça. Mais sur Israël, c'était un fasciste. Et ils l'ont écarté au profit de Brad Lander, quelqu'un qui, à l'origine, était un sioniste libéral, mais qui a fini par comprendre dans quelle direction le vent tournait. Aujourd'hui, il se présente plutôt comme un juif non-sioniste, voire anti-sioniste. Impressionnant. Mais bon, ça c'est propre à New York. Je ne dirais pas que c'est une tendance nationale. Ce candidat du Maryland suburbain, soutenu par l'AIPAC et par des escrocs de la crypto, Adrian Boifo, vient de gagner. Et ça, c'est terrifiant pour le lobby pro-israélien, tout comme pour le mouvement sioniste. Ça rejoint ce que je disais sur le but du sionisme, offrir un refuge aux Juifs menacés par l'antisémitisme dans le monde. Si vous allez sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, vous verrez les grands influenceurs sionistes complètement paniqués, en train de dire que les Juifs doivent quitter New York tout de suite. C'est totalement absurde. Les Juifs vivent une période d'or à New York. Et ces candidats, comme Brad Lander, comment peuvent-ils prétendre qu'ils menacent les Juifs d'une nouvelle nuit de cristal? C'est absurde. Ça montre à quel point le mouvement sioniste aux États-Unis est complètement déconnecté de la réalité. S'ils acceptaient, ne serait-ce qu'un instant, l'âge d'or, ce privilège, ce pouvoir et cette protection incroyable, sans précédent, dont ils bénéficient encore à New York, alors toute l'idée d'Israël comme refuge pour les Juifs commencerait à s'effondrer, à perdre tout sens. Donc, ils doivent entretenir ce mensonge. Et ils le font en s'appuyant sur la victoire de quelques candidats qui ont fait campagne contre l'AIPAC. Des candidats d'ailleurs, dont les équipes étaient largement composées de Juifs et qui ont obtenu un grand nombre de voix juives. On commence donc à voir les contradictions du sionisme éclater au grand jour. Voici le prince des sionistes américains à la Chambre des représentants des États-Unis, qui pourrait bien savoir, tu vois. Chris, extrait numéro 12. C'est un peu comme le Quasimodo du Yithim. Écoutez, je pense que la vice-présidente doit des excuses au peuple américain. Franchement, dire qu'Israël n'existe que parce que les États-Unis l'auraient créé,
C'est une remarque offensante et irrespectueuse envers des millions d'Américains, dont beaucoup avaient des proches morts pendant la Shoah. Israël est né du sang, de la sueur et des larmes du peuple juif après la plus grande tragédie de l'histoire du monde. Et il faut le rappeler, l'Amérique n'a pas toujours été un grand ami d'Israël à ses débuts. Donc oui, certains propos ont été vraiment inacceptables, et je n'ai pas peur de le dire. Notre invité, uniquement en version audio, c'était le député Randy Fine. Il est républicain ou démocrate? Eh bien, c'est un républicain. Et d'après sa biographie, il est le président du caucus de Judée et Samarie. C'est juste lui ou il y en a d'autres? Allons demander, vous savez, aux Américains qui travaillent dur, ce qu'ils pensent du caucus de Judée et Samarie, et si ça a quelque chose à voir avec leur vie quotidienne autour de la table de la cuisine. Encore une fois, les contradictions du sionisme éclatent au grand jour. Il affirme qu'Israël n'a pas besoin des États-Unis, qu'Israël n'en avait pas besoin quand il a été créé en 1948 par les Nations Unies, qui avait été mis en place par les Rockefeller à New York. Il dit que ce vote n'avait pas été poussé par les États-Unis, que Harry Truman n'avait pas eu besoin d'être convaincu pour soutenir la création d'un État d'Israël. Les États-Unis, et j'aimerais qu'on entende plus souvent ça. J'aimerais entendre davantage de sionistes comme Randy Fine déclarer qu'Israël n'a pas besoin des États-Unis. Et donc, on n'aura plus besoin de la section 224 du NDAA, celle qui demande à l'armée israélienne de s'intégrer à l'armée américaine pour donner plus de temps à Israël. Ce qui, en réalité, permettrait à Israël d'infiltrer les systèmes d'armes américains et la base industrielle de défense des États-Unis. C'est évident que ce qu'il dit relève d'un geste de désespoir, alors que J.D. Vance exprime une réalité que tout le monde comprend, que tout le monde connaît. Il faut aussi préciser que Vance continue de faire monter la tension avec ce discours fondé sur les faits. Il vient d'accorder une nouvelle interview à un certain Sohrab Ahmari pour le média Unheard, une publication qui a déjà publié des critiques d'Israël, et il l'a reçue à bord d'Air Force 2. Ahmari, autrefois néoconservateur, était l'une des principales voix persanes en faveur d'un changement de régime en Iran. Mais il a changé. Il s'est converti au catholicisme et est devenu une sorte d'opposant conservateur à la guerre contre l'Iran. Je connais assez bien Sohrab. En fait, le prêtre qui l'a converti est un vieil ami à moi. Il a été converti par l'Opus Dei, donc c'est un catholique traditionnaliste. Oui, donc ça montre que J.D. Vance mobilise en quelque sorte ces figures anti-guerre, plutôt situées à droite, comme relais pour promouvoir le protocole d'accord, et il a reçu le feu vert pour le faire. D'autres personnes à la Maison-Blanche, elles, s'en prennent aux critiques de ce protocole, à la fois au sein du Parti républicain et plus largement à droite. Donc on dirait que Vance prend vraiment cette initiative au sérieux. Et à mon avis, on va voir le conflit s'intensifier à l'intérieur du Parti républicain. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de Fine, pas à cause de tes rencontres personnelles avec lui, même si je savais que ça te ferait sourire, mais parce que ce sont de vraies fractures au sein du Parti républicain. Je sais que tu veux parler de l'élection présidentielle à Columbia, mais je dois y aller. On pourra peut-être en discuter la semaine prochaine. D'ici là, on en saura sans doute un peu plus. Merci beaucoup, Max. Eh bien, on dirait que c'était truqué. Oui. Très bien. C'est un bon avant-goût. Tu nous expliqueras pourquoi tu dis ça quand on en parlera la semaine prochaine. Tout le meilleur à toi, mon ami. Ravi de vous voir. D'accord. Au revoir. Et dans une demi-heure, si vous nous regardez en direct, dans 35 minutes à 3 heures, nous l'avons trouvé. Pep Escobar, Judge Napolitano pour Judging Freedom.